Il faisait partie des gagnants des dernières élections européennes. Les Verts avaient réalisé une percée et su convaincre les électeurs avec un programme en faveur du climat. Mais la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation ou encore la flambée des coûts de l'énergie ont bouleversé en 5 ans l'Union européenne. Désormais, cette ambition climatique est accusée de presque tous les maux. Pour évoquer la campagne électorale, retrouvons la co-tête de liste des Verts, Terry Reinke, dans The Global Conversation. Terry Reinke, bonjour et merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, comment envisagez-vous de convaincre les citoyens alors qu'ils sont de moins en moins enclins à faire des efforts pour le climat? Ce que j'aimerais faire, c'est évidemment convaincre les gens que nous devons maintenir le cap sur la neutralité climatique parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Nous voyons déjà les conséquences désastreuses de la crise climatique aujourd'hui, en particulier en Europe, parce que l'Europe est le continent du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Mais en même temps, nous devons faire ce qu'il faut pour façonner une transition juste et sociale, parce que bien sûr, la justice sociale verte est au centre de notre programme politique. Nous voulons nous assurer que les mesures climatiques seront accompagnées, par exemple, d'un soutien aux citoyens dans cette transition. Vous parlez de soutenir les citoyens. Qu'en est-il des agriculteurs? Ils ont réclamé des aides de l'UE, ils ont manifesté contre le pacte vert. Que comptez-vous faire pour les soutenir? Je voudrais recadrer un peu ce que nous avons vu ces derniers mois parce que je viens moi-même d'une famille d'agriculteurs. Je n'ai pas grandi dans une ferme, mais c'était le cas de mon père. Les problèmes que les agriculteurs rencontrent ne viennent pas du pacte vert. Les problèmes qu'ils rencontrent sont essentiellement liés au modèle agricole que nous avons aujourd'hui et aux politiques agricoles de l'Union européenne, ainsi qu'à la manière dont les subventions sont distribuées à l'heure actuelle. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas le revenu dont ils ont besoin pour vivre de leur travail. Nous voulons donc faire de l'agriculture un thème central de cette campagne électorale et dire que la politique agricole de l'Union européenne a pris une mauvaise direction par le passé. Oui, nous devons la réformer et nous devons veiller à ce que les agriculteurs, et en particulier les petits exploitants, reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour assurer la sécurité alimentaire, participer au changement en matière de protection de l'environnement et du climat, mais aussi, et c'est très important, pour pouvoir vivre de ce qu'ils font, car j'ai beaucoup d'estime pour les agriculteurs européens. Cela signifie-t-il plus de subventions pour les agriculteurs ou un remaniement des subventions? Je dirais que nous avons certainement besoin d'un remaniement des subventions. L'une des choses que nous critiquons depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui encore, la majeure partie des subventions sont accordées en fonction de la taille de l'exploitation. Ainsi, peu importe que vous pratiquiez l'agriculture en tenant compte des aspects de durabilité, écologiques ou sociaux par exemple, c'est la taille de l'exploitation agricole qui compte. Cela signifie également que les plus grandes exploitations, que certains appellent des fermes mais qui sont en réalité de grandes entreprises agroalimentaires, reçoivent la plus grande partie des subventions agricoles. Nous aimerions inverser cette tendance par exemple en imposant des conditions en matière de normes écologiques et sociales, mais aussi en fixant un plafond. Il s'agit de plafonner les subventions agricoles et de donner l'argent qui reste, l'argent qui n'est pas accordé aux grandes industries agricoles, aux petits agriculteurs et en particulier à l'agriculture familiale, car nous savons que dans nos zones rurales, ce sont très souvent ces petites exploitations, ces familles d'agriculteurs qui créent de la vie et de la culture. La transition climatique devait créer des milliers d'emplois et rendre l'industrie plus compétitive. Où sont passées toutes ces promesses? Nous constatons que des emplois sont déjà créés aujourd'hui, par exemple dans le cadre de la transition énergétique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, qui crée beaucoup d'emplois en Europe aujourd'hui. Mais vous avez raison, nous n'en sommes qu'au début de la transformation verte. Pour garantir ces emplois, nous devons donc, en tant qu'Union européenne, faire en sorte que nos projets en matière de neutralité climatique deviennent une réalité. Cela implique de soutenir, par exemple, les technologies de l'hydrogène durable, d'investir
d'investir dans les technologies vertes, dans les batteries, mais aussi de construire l'infrastructure nécessaire pour permettre réellement à l'Europe, en tant que continent, de se préparer à la transition énergétique, à la transition de l'industrie. Et pour cela, nous aurons besoin d'une Europe plus forte, pas plus faible, car nous avons vu que les États membres n'agissent souvent pas de manière coordonnée en matière de politique industrielle. Et je crois que ce n'est qu'avec des investissements au niveau européen que nous pourrons relever ce grand défi qui nous attend. La Chine semble dominer l'industrie des énergies propres et rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'Europe peut-elle être compétitive dans ces nouvelles industries ? Je suis absolument convaincue que c'est possible lorsque nous travaillons ensemble en tant qu'Europe. Je viens de l'État membre le plus peuplé, mais aussi d'un État membre très industriel. L'Allemagne a encore beaucoup d'industries, mais je vois très clairement que les habitants des zones rurales, les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises savent que ce n'est qu'une stratégie européenne, qu'avec le modèle européen que nous pouvons rivaliser avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis. Mais pour cela, nous devons prendre les bonnes décisions. Pour moi, il est essentiel de disposer d'un programme d'investissement massif au niveau européen qui incite les États membres à s'engager dans cette voie et qui facilite également certains processus de planification. L'argent provient d'un fonds commun européen et les États membres ne sont pas les seuls à faire pression pour obtenir ces subventions. À l'heure actuelle, de nombreuses technologies voient le jour et l'Europe n'est plus au sommet, mais je crois fermement que nous pouvons y revenir. Nous pourrons alors construire un avenir plus radieux et être vraiment compétitif à l'échelle mondiale. Vous proposez un programme d'investissement de 200 milliards d'euros par an. Sera-t-il suffisant ? Oui, il sera suffisant si vous considérez les besoins d'investissement que nous avons. Et je ne parle pas seulement de l'industrie, mais aussi de la rénovation de nos bâtiments. Cela a suscité de nombreux débats en Europe. Comment rendre notre secteur du bâtiment neutre sur le plan climatique ? Comment aborder la question de la mobilité ? Il est évident que nous avons de nombreux besoins. En même temps, il faut bien commencer quelque part. Et je pense qu'il est important de dire que l'investissement public peut aussi encourager l'investissement privé, parce que beaucoup de nos projets ne seront pas seulement financés par le public. Beaucoup d'investisseurs privés sont très intéressés, mais ils ont besoin de voir que nos projets sont sérieux. Ils doivent voir, par exemple, que nous sommes prêts à construire l'infrastructure nécessaire aux entreprises industrielles, prêts à fabriquer de l'acier vert pour construire, entre autres, des puces électroniques en Europe. Et pour cela, vous avez besoin d'investissements publics pour susciter ensuite l'intérêt des investisseurs privés afin qu'ils amènent de l'argent en Europe. Et je crois fermement que si nous prenons les bonnes décisions maintenant, nous pourrons vraiment lancer une tendance. D'où viendra l'argent ? Je peux vous dire une chose. Je pense que si nous n'investissons pas maintenant, comme l'a montré une étude récente de l'Institut de Potsdam, le coût que nous devrons assumer très bientôt, pas dans 50 ans, mais déjà dans les prochaines années, est beaucoup plus élevé que les sommes que nous pouvons investir aujourd'hui dans la transition écologique. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de faire peser ce coût sur une génération, mais aussi, par exemple, d'utiliser durablement la dette et le crédit pour financer cette transition, ce qui, à long terme, nous rendra la vie moins chère. Les énergies éoliennes et solaires permettront non seulement de rendre notre production d'énergie plus durable, mais elles nous rendront aussi moins dépendantes des autocrates. Nous avons donc tout intérêt à le faire. Je pense que c'est la bonne voie à suivre. Une période d'austérité serait très dommageable en Europe car elle ne nous laisserait pas suffisamment de marge de manœuvre pour réaliser ces investissements et ce serait exactement la mauvaise voie à suivre. Votre programme est axé sur la protection du climat et la lutte contre le changement climatique. Comment ce programme pourra-t-il répondre aux défis internationaux pour la paix et la sécurité ? Je dis toujours que le pacte vert et la question de la sécurité en Europe sont intrinsèquement liés. En Allemagne en particulier, notre dépendance aux importations de carburant, par exemple de Vladimir Poutine, nous a rendus extrêmement vulnérables. C'est pourquoi le pacte vert, l'énergie éolienne et solaire, l'économie durable et circulaire, ainsi que les matières premières essentielles et les autres ressources, sont la voie à suivre pour une industrie et une économie plus autonomes.
Pour nous, c'est pour ça que le pacte vert doit être mis en œuvre. Nous devons avoir des sources d'énergie qui ne dépendent pas des autocrates et qui font partie d'une stratégie de sécurité essentielle pour l'Europe. Le monde devient de plus en plus incertain. Il est donc essentiel pour nous, Européens, de travailler ensemble et de construire un système économique qui ne soit pas seulement durable, mais qui nous rende également moins dépendants. Nous vivons, comme vous dites, dans un monde de plus en plus incertain. Comment protéger l'Union européenne quand on voit la Russie envahir l'Ukraine ? L'idée d'une stratégie commune pour produire ou acheter des armes serait-elle une possibilité pour renforcer la sécurité européenne ? Vous savez, à l'heure actuelle, lorsque nous parlons de l'industrie et de la défense, nous pensons souvent qu'il faut investir davantage. Or, si l'on considère la manière dont l'Europe investit actuellement, il serait logique de commencer par investir de manière plus efficace. Certaines études montrent que lorsque nous comparons, par exemple, nos dépenses de défense à celles des États-Unis, elles sont non seulement inférieures, mais elles sont aussi investies de manière très inefficace parce qu'il n'y a toujours pas d'approche coordonnée entre les États membres. Les pays de l'Union européenne essaient tous de soutenir leur propre industrie de défense. Par conséquent, nous n'investissons pas d'une manière logique pour que l'Europe soit prête à réagir en cas d'attaque. Pour cela, nous aurions besoin d'une plus grande coordination de la part de Bruxelles. Que pouvons-nous faire d'autre pour soutenir l'Ukraine ? Eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, il est important de continuer à apporter un soutien militaire, mais ce n'est évidemment pas tout ce que nous pouvons faire. Nous venons d'adopter, avec un peu de retard en raison du chantage de Viktor Orban, des mesures de soutien financier qui sont vraiment essentielles pour l'Ukraine en ce moment. Si vous vous rendez sur place, vous verrez qu'ils ont besoin d'une aide de base. Mais je pense qu'il faut désormais s'engager sur une voie politique pour que les Ukrainiens, car cette guerre dure depuis des années déjà, il est évident que les gens ont besoin de voir qu'il est possible pour un pays basé sur la démocratie et la liberté d'être intégré dans l'Union européenne. Donc, malgré le fait que cette guerre se poursuive, je pense qu'il est absolument crucial de faire avancer la procédure d'élargissement et d'adhésion de l'Ukraine. I believe it is absolutely crucial to move forward also with the enlargement and accession procedure for Ukraine. À propos du conflit entre Israël et le Hamas, que peut faire l'Union européenne ? Cette guerre a montré que l'Union était divisée. Que peuvent faire les 27 États membres en ce moment ? Tout d'abord, je pense que ce qui est très positif, c'est qu'il y a maintenant un appel beaucoup plus fort et uni de la part de l'Union européenne en faveur d'un cessez-le-feu. C'est ce qu'il faut d'urgence en plus de la libération des otages. J'espère que nous verrons très bientôt des développements positifs dans cette direction. Dans le même temps, nous constatons également que la situation humanitaire à Gaza s'est considérablement détériorée au cours des derniers mois. L'Union européenne a déjà apporté une aide humanitaire importante, mais nous devons nous assurer que cette aide, nous parlons de nourriture, d'eau, d'aide médicale d'urgence, parvienne effectivement à la population. Et je pense que pour cela, une impulsion plus forte de la part des États membres, mais aussi de la Commission européenne serait cruciale en ce moment. Toutefois, il est évident que ce conflit ne sera pas résolu uniquement par l'envoi d'une aide humanitaire. Nous avons besoin d'un processus politique qui permette une reprise des négociations pour une solution à deux États. Il faudra pour cela que les deux parties soient prêtes à s'asseoir et à faire de cette solution une réalité. Faut-il imposer des sanctions à Israël ? Eh bien, je pense que nous devrions faire pression sur Israël, que nous devrions, par exemple, utiliser l'accord d'association que nous avons pour dire « Écoutez, ce qui se passe en ce moment n'est pas acceptable ». Cela nuit également à la sécurité d'Israël et des citoyens israéliens parce que nous devons trouver une solution. Et face à la nouvelle escalade de la guerre à Gaza, je pense qu'il est impératif d'appeler à la retenue et aussi de faire pression pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire tout en ayant, je le répète, des plans à long terme.
Je pense que l'Union européenne ne suffira pas, nous aurons besoin des pays arabes. Il faudra aussi que les États-Unis jouent un rôle positif dans ce domaine, faute de quoi je ne vois pas de voie vers une solution durable, viable et pacifique. À propos du nouveau pacte migratoire, les Verts ont dit que c'était un échec pour la solidarité en Europe. Pourtant, le pacte crée des mesures et des processus de coopération entre les États membres. Ne s'agit-il donc pas d'un mécanisme de solidarité ? Tout d'abord, permettez-moi de dire que nous avons voté en faveur de certaines parties du pacte migratoire, nous avons voté contre d'autres, et nous avons un point de vue différent. Toutefois, si nous examinons les grands défis qui nous attendent, je ne pense pas que le pacte tel qu'il existe actuellement puisse résoudre nos problèmes. Il va dans la bonne direction, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un mécanisme de solidarité qui fonctionne vraiment en pratique, d'un mécanisme qui permette de partager les responsabilités entre les États membres. Et le pacte ne le permet pas. De plus, la façon dont la décision a été prise laisse à désirer selon moi. En particulier, la décision de créer des camps extérieurs en dehors des frontières de l'Union européenne où seront détenus des enfants et des familles. Pour moi, ce pacte n'est donc certainement pas la solution dont nous avons besoin. Il est vrai que la situation aux frontières extérieures de l'Union européenne est insupportable, inacceptable, mais pour y parvenir, nous devrons disposer d'un meilleur système d'asile plus durable et plus résistant. Selon les sondages, les Verts devraient perdre 20 sièges lors des prochaines élections. Avez-vous peur d'être mis à l'écart dans le prochain Parlement ? On peut toujours parler des sondages, on peut aussi parler des réalités. Lors des dernières élections, par exemple, jusqu'à la toute fin du scrutin, il n'était pas évident que nous aurions un tel succès. Nous sommes pleinement impliqués dans la campagne électorale. Nous nous battons, notre mot d'ordre est courage. Et je pense que c'est aussi l'attitude avec laquelle nous abordons les élections. Et nous l'avons montré ces dernières années avec le Pacte vert, mais aussi avec la législation sociale et la défense de l'état de droit. Nous avons montré que nous sommes prêts à faire des propositions et que nous avons réussi à bien des égards, mais aussi que nous voulons prendre des responsabilités. La prochaine majorité pourrait être plus à droite, voire à l'extrême droite. Êtes-vous prête à faire des sacrifices sur votre programme pour assurer une majorité pro-européenne dans le prochain Parlement ? Les débats et les négociations auront lieu après les élections. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que le jour des élections, les citoyens auront le choix. D'un côté, une majorité de droite au Parlement européen, avec le risque que des forces autoritaires d'extrême droite influencent le programme de la Commission européenne, ce qui signifierait non seulement un recul en termes de pacte vert et de politique sociale, mais aussi un contrôle sur les prises de décision au Parlement européen. L'autre option, c'est le choix que je préconise évidemment, ce sont des politiques progressistes, vertes, tournées vers l'avenir, orientées vers le futur. Et je vais tout mettre en œuvre dans cette campagne au cours des prochaines semaines pour que les gens choisissent cette dernière option. Parce que je crois qu'il est crucial, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier, que l'Union européenne reste un acteur qui se bat pour ses valeurs, pour la liberté, pour la démocratie, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Quel bilan tirez-vous du mandat d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission ? Je mentirais si je disais qu'elle n'a pas fait avancer des choses très positives. Au cours de ces 5 années, la législation sur le pacte vert, la fin du moteur à combustion et la réforme du système d'échange de quotas d'émissions ont été des pas dans la bonne direction. Mais nous avons pu constater que ces derniers temps, elle a vraiment perdu du terrain, notamment à cause de la résistance qu'elle a rencontrée de la part de son propre parti. Le Parti populaire européen s'en prend de plus en plus au pacte vert, en s'éloignant un peu des majorités progressistes et pro-européennes au Parlement européen, même en ce qui concerne la loi sur la restauration de la nature.
Pour moi, il est donc clair qu'elle a fait du bon travail, qu'elle a fait avancer cette législation, mais il n'est absolument pas certain qu'elle continuera à le faire. Donc si les gens veulent que ce projet continue, ils doivent voter pour les Verts, parce que nous sommes les seuls à avoir une stratégie claire et nous allons nous battre pour qu'elle devienne réalité. Pensez-vous que le pacte vert peut survivre à ces élections européennes ? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il survive. Je reste persuadée qu'une très grande majorité d'Européens comprennent qu'il est dans leur intérêt personnel de se battre pour la neutralité climatique, pour que la planète reste vivable pour les humains. Mais aussi dans un intérêt économique pour faire en sorte que l'Union européenne ne se laisse plus devancer par la Chine ou les États-Unis en matière d'industrie et d'économie verte. C'est l'argument qui, je pense, convainc de nombreuses personnes. En particulier lorsque je voyage pour faire campagne en Europe centrale et orientale sur les questions de sécurité, il est évident que le pacte vert est une pièce cruciale du puzzle pour faire de l'Europe un continent plus sûr. Terry Ranke, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Thank you.